La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 41.1. L'extension de la Révolution. La Seconde Guerre mondiale suivit le cours défini par les protocoles de 1905, bien plus clairement que la première. Les populations aveuglées uvèrent à la vengeance et à la mutuelle, non pas pour leur propre salut, mais pour la poursuite du plan d'esclavage généralisé sous le contrôle d'un gouvernement mondial, despotique. Les objectifs initialement avancés, libération, liberté, et la destruction des militarismes, nazisme, fascisme, dictature totalitaire et assimilée, ne furent jamais atteints, au contraire, les territoires où ces conditions régnaient s'élargirent fortement. Lénine, dans Collected Works, écrivit « La guerre mondiale, 19 141 1918, verra l'avènement du communisme en Russie, une seconde guerre mondiale étendra son emprise jusqu'en Europe, et une troisième guerre mondiale sera nécessaire pour le rendre mondial ». La proposition centrale de cette prévision fut presque littéralement réalisée suite à la Seconde Guerre. La Révolution étendit son emprise jusqu'au centre de l'Europe et se retrouva donc dans une position lui permettant de contrôler militairement l'intégralité de l'Europe, au moins à l'issue d'une troisième guerre. En 1956, le général américain Grounser, qui portait alors le grade de « commandeur suprême des forces alliées », grade apparemment rendu permanent, par quelque action obscure des « élus dictateurs » durant la guerre, déclara dans un journal ouest-allemand « Si nous devions aboutir à une bataille terrestre, alors nous serions bien évidemment incapables de tenir la ligne de front européenne actuelle ». En 1956, cela faisait 10 ans que les populations occidentales s'étaient habituées, du fait des suggestions quasi quotidiennes émanant de leurs leaders, à l'idée que la guerre avec la Russie était inévitable. C'étaient les conséquences de l'issue de la guerre. Cette issue, à nouveau, était le résultat du détournement des actions de politique intérieure et d'opérations militaires à des fins de destruction des États-nations et d'asservissement des populations, et ce détournement, à son tour, était la conséquence du processus des invasions de l'Amérique, décrit dans le chapitre précédent. La force et la richesse de l'Amérique furent décisives au cours de la Seconde Guerre, et elles permirent d'aboutir à un dénouement faisant d'une troisième guerre une menace permanente. Ainsi, l'histoire de l'imbroglio américain au cours de la Seconde Guerre démontra la puissance du « groupe étranger » qui était arrivé à diriger Washington, et conféra une réalité palpable au discours d'adieu de George Washington lui-même, contre les volontés insidieuses de l'influence étrangère. Je vous prie de me croire, chers concitoyens, la jalousie d'un peuple libre doit être constamment éveillée, car l'histoire et l'expérience montrent que l'influence étrangère est l'un des ennemis les plus funestes d'un gouvernement républicain. G. Washington fit cette déclaration en 1796, alors que le régime de la Terreur avait révélé la vraie nature de la révolution qui avait lieu en France et que la présence d'agents conspirateurs était identifiée en Amérique pour la première fois. Les archives publiques relatives à la Seconde Guerre démontrent que la conspiration avait acquis le pouvoir de contrôler les principales actions de politique nationale américaine, le cours des opérations militaires ainsi que les mouvements d'armes, de munitions, de stocks et de fonds. Ces agents conscients étaient nombreux et haut placés. La plupart des dirigeants qui soutinrent ou se soumirent à ces agents n'avaient peut-être pas conscience du but ultime que servaient leurs actions. Ce chapitre représente 3 ans et demi de l'histoire de la République, de Pearl Harbor à Yalta. Une grande similitude apparaît dans la manière dont l'Amérique entra en guerre en 1898 et en 1941. Dans les deux cas, la provocation nécessaire à l'embrasement des foules fut fournie, et la difficulté de convaincre le Congrès ou l'opinion publique, fut ainsi éludée. En 1898, le Maine fut coulé par une mine espagnole dans le port de la Havane, et la guerre suivit dans la foulée. De nombreuses années plus tard, quand le Maine fut remonté à la surface, on découvrit que sa coque avait explosé suite à une explosion interne. En 1941, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, en ce jour qui restera marqué par l'infamie, permit au président Roosevelt d'annoncer à ses concitoyens que suite à une attaque complètement inattendue, le pays était en guerre.
Les révélations ultérieures démontrèrent que Washington était informé depuis longtemps d'une attaque imminente et n'avait pas informé les forces basées à Pearl Harbor. Dans ces deux cas, la population demeura indifférente quand les révélations eurent lieu. Cela reste d'actualité en 1956, alors qu'un autre président américain a juré publiquement qu'il ne se rendra jamais coupable d'envoyer son pays à la guerre, sans l'accord du Congrès, mais en ajoutant que les troupes américaines pourraient avoir à mener des opérations guerrières locales pour se protéger, sans agrément parlementaire. Au cours de la Première Guerre, le président Wilson, réélu sur la promesse de garder son pays hors du conflit, déclara immédiatement après sa réélection Tchou, un état de guerre existe. Pendant la Seconde Guerre, le président Roosevelt fut réélu en 1940 sur la promesse maintes fois répétée que « Nous n'enverrons vos fils dans aucune guerre étrangère. » Son programme électoral incluait, néanmoins, une clause de 5 mots, « Nous ne déploierons pas notre armée de terre, notre marine ou notre armée de l'air en terre étrangère sauf en cas d'attaque. » Ces 5 mots furent ajoutés, selon M. Rosenblum, l'un des biographes officiels de M. Bernard Baruch, par le sénateur James F. Burns, qui était tellement proche de Baruch qu'il était parfois impossible de savoir de qui émanait l'idée que tous deux exprimaient. L'importance de cette clause fut prouvée le 7 décembre 1941, lorsque les Japonais attaquèrent Pearl Harbor. 12 jours plus tard, M. Henry L. Stimson, secrétaire d'État à la Défense, à l'issue d'une réunion avec les membres de son cabinet le 25 novembre 1941, nota dans son journal « La question est comment devons-nous les manipuler, les Japonais, afin qu'ils initient la première attaque sans que celle-ci ne soit trop dangereuse pour nous, c'est un projet difficile. » Les antécédents de cette note remontent au 27 janvier 1941, lorsque l'ambassadeur des États-Unis à Tokyo avait rapporté à son gouvernement que, dans le cas d'une détérioration soudaine de la situation entre les États-Unis et le Japon, les Japonais envisageaient de mener une attaque surprise contre Pearl Harbor, que l'espion soviétique à Tokyo, le Dr Richard Zarge, informa en octobre 1941 le gouvernement soviétique que les Japonais avaient l'intention d'attaquer Pearl Harbor d'ici 6 semaines, et fut informé que son renseignement avait été transmis au président Roosevelt, selon les confessions de Zarge dans le New York Daily News du 17 mai 1951, que le gouvernement Roosevelt avait livré un quasi-ultimatum au Japon le 26 novembre 1941, que les communications secrètes des Japonais, de septembre 1941 jusqu'au moment de l'attaque, qui furent interceptées et décodées par les services secrets des États-Unis, offraient des preuves incontestables d'une attaque à venir contre Pearl Harbor, mais ne furent pas transmises aux officiers américains en poste là-bas, que le 1er décembre, le chef des renseignements de la marine, section Extrême-Orient, rédigea une note officielle pour le commandant en chef de la flotte du Pacifique, précisant que la guerre entre le Japon et les États-Unis est imminente et qui fut annulée par les autorités supérieures, que le 5 décembre, le colonel Sadler des communications militaires américaines, fort des informations qu'il avait reçues, rédigea un document officiel destiné aux officiers supérieurs, la guerre avec le Japon est imminente, éliminez toute possibilité d'un nouveau Port Arthur, allusion à l'autre, attaque surprise, qui avait déclenché le conflit russo-japonais, qui fut également détruit, qu'une réponse japonaise, clairement équivalente à une déclaration de guerre, à l'ultimatum de Roosevelt fut reçue à Washington le 6 décembre 1941, mais aucun message ne fut envoyé aux forces basées à Pearl Harbor. Un communiqué spécifiant que les forces japonaises ont fait à 1h de l'après-midi ce jour, horaire côté, une déclaration qui équivaut à un ultimatum, soyez en état d'alerte, fut enfin diffusé aux environs de midi le 7 décembre 1941 et atteignit le commandement de Pearl Harbor 6 à 8 heures après l'attaque japonaise. Aujourd'hui, les archives suggèrent que seuls les Américains basés à Hawaï furent laissés dans l'ignorance de l'assaut imminent qui détruisit 2 cuirassés, 2 destroyers, sans compter les nombreux navires endommagés, et 177 avions, et fit 4575 morts, blessés et disparus.
Une conséquence directe et immédiate fut aussi le désastre que connut la marine britannique au large de la Malaisie, où les cuirassés Prince of Wales et Renown furent coulés, emportant avec eux les vies de nombreuses victimes. Les leaders politiques qui sont prêts à obtenir l'entrée de leur pays dans la guerre en facilitant l'attaque d'un ennemi ne peuvent être considérés comme ayant agi dans l'intérêt national. Le peuple américain dans son intégralité n'a toujours pas conscience de la vérité concernant Pearl Harbor, une introduction sinistre qui mena en droite ligne à un sinistre dénouement. 8 enquêtes furent diligentées, 7 menées par la marine ou l'armée pendant la guerre et une par le Congrès à la fin de la guerre. Ainsi, le secret inhérent au temps de guerre les entourait tous et aucune de ces enquêtes ne fut vraiment publique ou exhaustive. En outre, toutes furent conduites sous les auspices du parti politique dont le représentant était président au moment de Pearl Harbor. Les faits essentiels, que le président savait au moins 8 semaines à l'avance, grâce à l'interception d'un message des Japonais, une attaque surprise, étaient prévus, et que ces messages interceptés ne furent pas transmis au commandement de Pearl Harbor pendant une longue période, furent dissimulés du début à la fin. Le journal du secrétaire d'État à la guerre, dont l'extrait lourd de sens est mentionné ci-dessus, ne fut pas considéré comme une preuve, et M. Stimson lui-même ne fut pas convoqué en raison de problèmes de santé. Le contrôle de la presse permit de présenter ce long processus, 6 mois, au public d'une manière confuse et trompeuse. Néanmoins, les 3 amiraux directement concernés publièrent leur version des faits. Le contre-amiral Kimmel, commandant en chef de la flotte du Pacifique à cette époque, mentionne l'opinion d'un autre amiral pensant que le plan du président Roosevelt nécessitait qu'aucune information ne soit envoyée pour alerter la flotte d'Hawaï, que les individus haut placés à Washington qui ont volontairement freiné la transmission de l'alerte vers nos forces basées à Pearl Harbor sont à jamais inexcusables. Les officiers de Pearl Harbor n'ont jamais été informés de la circulaire gouvernementale transmise le 26 novembre 1941 aux ambassadeurs japonais, qui mettait un arrêt effectif à toute possibilité de négociations supplémentaires, et rendait donc la guerre du Pacifique inévitable. Aucune mention des messages critiques interceptés, décodés et envoyés aux officiels de Washington les 6 et 7 décembre 1941 ne fut transmise aux officiers supérieurs de la marine et de l'armée localisés dans la région d'Hawaï. L'amiral de flotte Rolsey, qui était à l'époque l'un des 3 hauts gradés responsables de l'amiral Kimmel, déclare « Tous nos renseignements pronostiquaient une attaque ciblée sur les Philippines ou le sud de la Malaisie ou les Indes orientales néerlandaises. » Alors même que le cas de Pearl Harbor fut étudié mais exclu, l'ensemble des données mises à notre disposition nous oriente vers une autre direction. Si nous avions eu connaissance du communiqué officiel japonais et de leur intérêt incessant pour la position et les déplacements exacts de nos navires à Pearl Harbor, comme le précisait le message qui fut dissimulé, dès plus logiquement, nous aurions focalisé nos réflexions sur la perspective inévitable d'une attaque sur Pearl Harbor. Le contre-amiral Siebold, commandant les destroyers de la flotte de combat de Pearl Harbor, écrivit en 1954 « Les règles patriotiques imposant la confidentialité relative à une certaine ligne de conduite nationale, afin de la préserver pour une éventuelle répétition ultérieure, ne s'appliquent pas dans ce cas puisque, à une époque où l'arme atomique est largement diffusée, faciliter une attaque surprise par l'ennemi, en tant que méthode permettant de déclencher une guerre, est impensable. » L'amiral voulait probablement dire qu'il espérait qu'une répétition était impensable. Il ajouta, le fait récurrent dans la vraie histoire de Pearl Harbor fut la dissimulation répétée d'informations aux yeux de l'amiral Kimmel et du général Short, les officiers dirigeant les forces navales et militaires de Pearl Harbor, à qui l'on donna le rôle de bouc émissaire. Jamais auparavant dans l'histoire connue, un officier supérieur basé sur les lieux d'un conflit ne s'était vu cacher les informations démontrant que son pays serait en guerre d'ici quelques heures et que tout. Les indices menaient à une attaque surprise contre ses troupes peu après le crépuscule. L'amiral Siebold cite la dernière déclaration de l'amiral Stark, qui dirigeait en décembre 1941 les opérations navales à Washington et qui refusa d'informer l'amiral Kimmel de la déclaration de guerre des Japonais, qui affirme avoir exclusivement suivi les ordres de la haute hiérarchie, qui ne peut être que le président Roosevelt.
La chose la plus surprenante qu'il fit, pendant cette affaire, fut de cacher ces informations à l'amiral Kimmel. L'amiral de flotte Rolsey, dans ses écrits de 1953, décrivit l'amiral Kimmel et le général Short comme étant de remarquables martyrs militaires. Ils furent mis à la retraite, pour cacher au public, au milieu de la confusion et des secrets de la guerre, la vraie nature des responsables du désastre de Pearl Harbor, mais ils n'étaient que les premiers martyrs militaires plutôt que les remarquables martyrs militaires, selon l'expression de l'amiral Rolsey. Ils furent les premiers d'une liste, maintenant bien longue, d'officiers américains de la marine et de l'armée qui firent l'expérience de quelque chose de nouveau dans l'histoire de leur carrière et de leur pays. Ils découvrirent qu'ils risquaient le limogeage ou la rétrogradation s'ils verraient à la victoire en utilisant les meilleures solutions militaires, ou s'ils s'opposaient à des stratégies venant d'en haut et qui étaient manifestement préjudiciables à une victoire militaire. Leur stratégie devait se conformer à des plans venant de sphères plus élevées et dont ils ne pouvaient pas comprendre totalement la nature, mais qui n'étaient clairement pas celle de la victoire militaire pour l'intérêt national, qui leur avait été enseignée dès le début comme la seule et ultime raison d'être d'un soldat. Alors, quel était ce plan supérieur, auquel tous les efforts militaires américains de Pearl Harbor à Yalta devaient se conformer? Il s'agissait en fait de l'extension de la révolution de Lénine. L'histoire de ces 3 ans et demi ne devient compréhensible qu'à travers cette grille de lecture. Au cours de la Première Guerre mondiale, l'entrée en guerre de l'Amérique coïncida avec la révolution en Russie, et M. Howes recommanda immédiatement au président d'offrir de toutes les manières possibles notre soutien financier, industriel et moral à la nouvelle démocratie. Au cours de la Seconde Guerre, l'attaque d'Hitler contre son complice moscovite eut lieu peu de temps après la réélection de M. Roosevelt, et avant Pearl Harbor, l'Amérique était déjà en guerre, car le soutien financier, industriel et moral, destiné à l'État révolutionnaire était en préparation, par le biais de prêts-bail, et atteignait des montants jusqu'alors inimaginables. 44 * Les 3 formes de soutien énumérées par M. Howes incluent le soutien financier. La question à laquelle il est le plus difficile de répondre est « Combien de fonds furent transférés ?» Un nombre incalculable d'ouvrages font allusion à un important soutien financier provenant des organismes bancaires de Wall Street et assimilés, mais je n'en ai cité aucun parce que je ne pouvais pas vérifier les faits. De telles transactions, dans tous les cas, sont quasiment impossibles à retrouver, car elles sont menées avec la plus grande discrétion. Toutefois, une allusion non négligeable est faite dans une lettre de Lénine lui-même à Angelik Balabanov, son émissaire à Stockholm à l'époque où le communisme se mettait en place, à Moscou, dépenser des millions, des dizaines de millions s'il le faut. Nous avons un tas d'argent à notre disposition. Il n'y a plus de doute au sujet du soutien financier allemand accordé aux comploteurs bolcheviques. Les archives du ministère allemand des Affaires étrangères saisies par les Alliés en 1945 incluent un télégramme envoyé le 3 décembre 1945 par le ministre des Affaires étrangères allemand, Richard von Kuhlmann, au Kaiser et qui précise « C'est seulement à partir du moment où les bolcheviks ont reçu un flux financier constant via différents réseaux et sous différents libellés qu'ils ont été en mesure de créer leur outil principal, la Pravda, qui leur a permis de mener une propagande musclée et d'élargir notablement la base initialement réduite de leur parti. » Le ministre des Affaires étrangères, anticipant les illusions qui habiteraient les politiciens occidentaux au cours de la prochaine génération, ajouta « Il est totalement dans notre intérêt d'exploiter la période au cours de laquelle ils sont au pouvoir, cette période pourrait être éphémère. » Quelqu'un ajouta un commentaire dans la marge, il n'est pas question de soutenir les bolcheviks à l'avenir, une directive qui ne fut pas prise en compte par Hitler. Les documents allemands incluent un rapport rédigé en août 1915 par le comte Brockdorff-Franzow, ambassadeur d'Allemagne à Copenhague, au sujet des activités d'un expert de la Russie, un certain Dr Elfan, qui aida à l'organisation du complot bolchevique. Ce rapport précise que le docteur Parvu, pseudonyme de Elfan, a fourni à l'organisation une somme permettant de couvrir les dépenses en cours. Même les personnes les plus haut placées et travaillant pour l'organisation ne réalisent pas que c'est notre gouvernement qui est derrière tout cela.
Elfan évalua le montant de l'organisation complète de la révolution à approximativement 20 millions de roubles. Berlin mandata Brockdorff-Franzow pour qu'il fasse une avance, et le reçu de Elfan se trouve dans les archives, et reçu de l'ambassade d'Allemagne à Copenhague, le 29 décembre 1915, la somme d'1 million de roubles en billets de banque russes afin de promouvoir le mouvement révolutionnaire en Russie, signé Dr A. Elfan, Royal Institute of International Affairs Journal, Londres, avril 1956. Pas plus tard qu'en juin 1942, un certain monsieur Harry Hopkins, proche de Roosevelt, déclara publiquement à l'adresse de l'État communiste, au cours d'une grande conférence au Madison Square Garden, « Nous sommes résolus à ce que rien ne nous empêche de partager avec vous tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. » Ces mots reflètent une directive présidentielle diffusée auparavant, le 7 mars 1942, au sein des services de l'armée, et rendue publique bien plus tard, précisant que les munitions devraient être fournies en priorité à l'Union soviétique, et ce avant de fournir tout autre allié et même les forces armées des États-Unis. Le général de division John R. Dean, chef de la mission militaire américaine à Moscou, décrivit dans un livre publié en 1947 ses vains efforts pour réduire ce soutien, et déclara que cette directive venant du président Roosevelt marquait le début d'une politique d'apaisement vis-à-vis de la Russie, dont nous ne nous sommes jamais remis et dont nous payons encore les conséquences. Le terme « apaisement » utilisé par le général Dean était inadapté, dans la mesure où cette politique alla bien au-delà du simple « apaisement » et avait manifestement pour objectif d'accroître la puissance industrielle et militaire de l'État révolutionnaire après la guerre. Il ressort explicitement de ce passage que M. Roosevelt avait l'intention d'accorder à l'État révolutionnaire un soutien plus important qu'à aucun autre allié, qu'il soit libre ou occupé, et implicitement, qu'il était résolu à soutenir les agresseurs de la Pologne et demeurait indifférent à la libération des autres pays menacés. Les grandes causes invoquées face aux populations occidentales avaient en fait été abandonnées à partir du moment où elles furent entièrement plongées dans la guerre, et le projet supranational d'extension de la révolution, de destruction des États-nations et de matérialisation des ambitions du gouvernement mondial leur fut substitué. Je commençai à développer cette thèse en 1942, et c'est à ce moment-là que mon élimination de la presse quotidienne commença. Jusqu'alors, j'avais été un nom dans la presse écrite, avec un salaire élevé. En 1941, la politique de soutien à l'État révolutionnaire était clairement destinée à générer des effets bien plus importants qu'en 1917. En 1917, le soutien américain ne put avoir un impact que sur l'établissement du communisme en Russie. En 1941, la situation était totalement différente. Le communisme était établi depuis longtemps. Le soutien, s'il était apporté sans aucune limitation, tel que promis par M. Hopkins, était destiné à permettre son extension, et ce, en accord avec la directive de Lénine. Le soutien apporté fut si prodigieux qu'il permit au communisme de s'étendre sur une vaste zone géographique et aussi de se préparer à une nouvelle guerre, la perspective de cette troisième guerre, apparaissant immédiatement après la fin de la seconde, fut à l'époque décrite aux masses occidentales comme le fruit de la perfidie soviétique. Les montants transférés depuis l'Amérique vers l'État révolutionnaire dépassent quasiment l'entendement. Élu en 1932 afin d'annuler les déficits, le président Roosevelt dépensa en 12 ans plus que tous les précédents présidents réunis, et cela dans une souveraine irresponsabilité. Aujourd'hui, les dépenses publiques de l'Amérique, 11 ans après sa mort 1956 NDT demeurent incompréhensibles même pour une école de comptables, c'est un ensemble plein de zéros avec quelques chiffres répartis parmi ceux-ci. Comparé à cet univers décoré de zéros, le montant des prêts accordés à l'État révolutionnaire par le président Roosevelt pourrait paraître dérisoire, 9 500 000 $000. En fait, des armes et des biens dont le montant atteint cette valeur furent envoyés, en théorie sur la base d'un achat ou d'un retour de la marchandise. Il s'agissait du transfert d'un important trésor, qui quelques décennies auparavant aurait permis à plusieurs nouveaux États de mettre en place leurs affaires courantes sans avoir à se soucier de l'avenir.
Ce flux de richesses fut dirigé par un individu, décrit par son biographe officiel, M. Robert E. Sherwood, comme étant la seconde personnalité la plus importante des États-Unis. M. Harry Hopkins joua ainsi le rôle du potentat dans la distribution de matériel de guerre, rôle initialement occupé par M. Bernard Baruch en 1917. L'idée initiale vient de M. Baruch, qui demanda avec insistance en 1916 Chu, un homme, soit nommé en tant que Chu, administrateur du tout-puissant Bureau des industries d'armement qui, lorsque l'Amérique entra en guerre, sortit du statut précédent de « commission consultative » attachée au « Conseil de la défense » du cabinet présidentiel. Le cheminement menant à la nomination de M. Hopkins est révélateur, puisqu'il démontre la méthode et le pouvoir permanent du groupe qui entoura les présidents américains en mandat au cours des deux guerres mondiales. En 1919, une commission d'enquête parlementaire, dirigée par M. William J. Graham, déclara au sujet de la « commission consultative », qui fut à l'origine du groupement de l'industrie militaire de 1918, qu'elle joua le rôle de gouvernement secret des États-Unis. Une commission constituée de 7 membres choisis par le président semble avoir défini tout le système d'achat de stocks d'armes, planifié une censure de la presse, conçu un système de contrôle de la nourriture et en résumé, élaboré quasiment toutes les actions militaires qui furent ensuite actées par le Congrès, et elle fit tout cela derrière des portes closes durant des semaines et même des mois, avant que le Congrès des États-Unis ne déclare la guerre à l'Allemagne. Il n'y a pas une loi relative à la soi-disant législation sur la guerre qui ne fut pas au préalable discutée et mise au point par cette commission consultative, avant la véritable déclaration de guerre. M. Baruch lui-même, témoignant face à une commission parlementaire extraordinaire au sujet des activités ayant eu lieu pendant la guerre au sein de cette autorité autocratique, dont il avait lui-même déclenché la mise en place, déclara « Les décisions finales étaient de mon ressort, que ce soit l'armée de terre ou bien la marine qui reçoivent des locomotives, l'administration ferroviaire, ou les alliés, ou bien que ce soit le général Allenby qui les obtienne, ou bien si elles devaient être utilisé en Russie ou en France. J'avais probablement plus de pouvoir que tout autre individu. C'est avec cet aspect de la Première Guerre à l'esprit que M. Churchill déclara à M. Baruch en 1939, « La guerre est imminente. Vous ferez marcher l'affaire là-bas. » La portée du pouvoir de M. Baruch au cours de la Première Guerre est encore mieux illustrée par un incident qui eut lieu en 1919, quand le président Wilson fut ramené en Amérique dans un état de grande faiblesse. Alors, M. Baruch devint un des membres du groupe qui prit les décisions pendant la maladie du président, M. Rosenblum. Ce groupe devint connu sous le nom de « Conseil de Régence » et quand le chef de cabinet du président souffrant, M. Robert Lansing, secrétaire d'État, convoqua des réunions de cabinet de son propre chef, le président, depuis son lit de convalescent, le renvoya, bien qu'il rompit aussi avec d'autres proches, dont M. Howes. Wilson continua à avoir pleinement confiance en Baruch. Au cours de la Seconde Guerre, le président Roosevelt utilisa son pouvoir de la même manière que le président Wilson, et mit en place un « Conseil de la défense » incluant une « Commission consultative » 1940 et en 1942, celui-ci fut élargi à un « Bureau de la production d'armement » pendant du « Bureau des industries d'armement » de 1918. À nouveau, M. Baruch conseilla Chu, un homme, soit nommé à la tête de cet organe au pouvoir immense, mais dans ce cas précis, ce n'est pas lui qui fut choisi. Son biographe rapporte qu'il fut déçu, mais le lecteur ne devrait pas accepter d'emblée cette information. Dans cet ouvrage, les rares références relatives à M. Baruch n'illustrent pas l'étendue de son influence. Parmi les meilleurs observateurs que je connaisse, tous pensaient qu'il fut l'homme le plus puissant dans l'entourage des présidents américains pendant plus de 40 ans, jusqu'à aujourd'hui. Son biographe avance qu'il conseilla chacun des présidents américains, y compris les 3 présidents républicains de 1920, 1924 et 1928, à partir du président Wilson, et écrivant en 1952, prédit qu'il conseillerait également le président Eisenhower, et donna même les grandes lignes de la teneur de ses conseils.
La place réelle de M. Baruch dans cette histoire, ou son estimation par le présent auteur, sera exposée ultérieurement, lorsque celui-ci fit son apparition publique la plus révélatrice. Même si M. Baruch se décrivit, avec une justesse manifeste, comme l'homme le plus puissant en 1917 à 1918, sa capacité à façonner les événements et les cartes du monde fut en fait bien moindre que celui qui occupa son poste pendant la Seconde Guerre, pour la raison patente que, la détermination de ce que chacun pouvait recevoir, incluait désormais l'État révolutionnaire établi comme une grande puissance militaire aux objectifs territoriaux importants et évidents. Même le groupement de la production militaire devint un organe secondaire lorsque l'administration du prêt-bail fut mise en place, et M. Harry Hopkins fut nommé administrateur et aussi président du comité du protocole soviétique du président Roosevelt, avec le pouvoir de déterminer les quotas d'approvisionnement destinés à la Russie. À partir de ce moment, le destin et l'avenir de l'Occident étaient entre les mains d'un individu connu par un large cercle comme Harry the Hop. Ce n'est qu'au cours du XXe siècle que M. Hopkins aurait pu occuper un poste aussi haut placé. Auparavant, l'opinion publique informée par une presse libre et impartiale l'aurait difficilement toléré, dans la mesure où il ne disposait d'aucune qualification lui permettant de gérer des dossiers importants, en particulier dans le domaine des affaires étrangères. Même son biographe, pourtant bien disposé à l'égard d'un collègue de la Maison-Blanche, environnement respectable au sein duquel M. Hopkins, d'après son propre journal, se comporta à une certaine occasion comme un maquereau auprès d'un certain M. Molotov, notable communiste en visite, se demandait comment cet homme, dont les origines sont si obscures et qui est si peu préparé aux grandes responsabilités, avait pu devenir conseiller spécial du président. À ce sujet, un chercheur contemporain ne pourrait découvrir qui choisit M. Hopkins pour ce poste. Toutefois, il trouvera qu'au cours de sa jeunesse M. Hopkins avait ingurgité le même type d'idées, celle de Louis Blanc et des révolutionnaires de 1848, que celle que M. Howes découvrit au cours de sa jeunesse texane. M. Hopkins avait étudié auprès d'un défenseur de la cause communiste, appartenant à la Société Fabienne de Londres, qui soutenait que les États-nations devaient disparaître au profit des États-Unis du monde, et auprès d'un enseignant juif d'origine bohémienne et russe qui avait été un disciple de Tolstoï, le héros des bolcheviks. À nouveau, apparaît ce phénomène de transmission des idées. A priori, ce sont ces éléments qui permirent à M. Sherwood de le qualifier de « chouchou inévitable de Roosevelt ». Auparavant, il avait été connu pour ses rôles de « nettoyeur », de « collecteur de fonds » et de « petit frère des riches ». L'université d'Oxford lui décerna l'un des doctorats les plus douteux de son histoire et les commentaires faussement flatteurs de M. Churchill à son propos, notés dans ses souvenirs de guerre, laissent un sentiment étrange. Quand M. Hopkins entama sa présidence du comité du protocole soviétique initié par le président Roosevelt, il découvrit que certains membres n'avaient pas du tout confiance en la politique de soutien illimité accordée à l'État révolutionnaire. Il leur adressa cet ordre impérieux. Les États-Unis font des choses qu'ils ne feraient pas pour d'autres Nations unies sans avoir toutes les informations à leur sujet. Cette décision d'agir sans disposer de toutes les informations a été prise, après les délibérations requises. Aucun amendement ne a été apporté à la politique menée actuellement, mais sa modification a constamment été demandée par différentes personnes. Il a proposé que ces demandes de modification ne soient plus prises en compte, 1942. Ainsi, l'État révolutionnaire, via M. Hopkins, se révéla être le « chouchou inévitable de Roosevelt ». Dans ce passage, le mystère que j'avais souligné au sujet des ministres britanniques et du sionisme réapparaît, la « politique » a été fixée et ne peut être modifiée. Qui participa à la délibération de cette politique et qui décida qu'elle ne devait pas être réévaluée quelles que soient les circonstances, fait partie des secrets de M. Hopkins, et tout cela se déroula à nouveau, derrière des portes closes, en ce qui concernait les peuples entraînés dans cette histoire. Le sénateur Robert E. Taft, leader du Parti républicain, protesta en vain lorsqu'il vit ce qui se tramait. Comment peut-on gober l'idée que la Russie se batte pour des principes démocratiques,
pour répandre les 4 libertés dans le monde, référence aux 4 libertés présentées dans le discours de Franklin D. Roosevelt le 6 janvier 1941 NDT, nous allons fournir des avions et des chars à la Russie communiste. Mais aucun autre pays n'est plus responsable de la guerre actuelle et de l'agression allemande. Une violente campagne médiatique fut immédiatement déclenchée dans la presse et continua jusqu'à la mort du sénateur Taft. La situation actuelle des cartes du monde ainsi que son état justifie son message d'alerte, et ceux qui aujourd'hui lisent la déclaration de M. Hopkins, citée plus haut, peuvent deviner que l'issue de la guerre fut déterminée par ses activités secrètes menées en 1942 et auparavant. Pour ce qui est des avions et des chars, respectivement 15 000 et 7 000 unités furent données. Une flotte de 581 navires fut également cédée, 127 unités furent rendues pendant une période étalée sur de nombreuses années, et en 1956, les Soviétiques proposèrent d'en payer 31, les navires restants, plus de 300, furent déclarés perdus, coulés ou inutilisables. Une flotte marchande fut également offerte. Cela représente seulement une petite partie du transfert total de biens qui prit de nombreuses formes. Le gouvernement américain n'a jamais publié les détails de ces livraisons. Le fait qu'elles soient connues, et que la plupart d'entre elles étaient visiblement destinées à renforcer les capacités industrielles et militaires de l'État révolutionnaire après la fin de la guerre, est dû à l'un de ces incidents qui aide les historiens, bien que, étant donné la situation actuelle des médias, ils n'atteignent plus le public et ne produisent pas par conséquent de résultats bénéfiques. En mai 1942, un capitaine dénommé George Recy Jordan produisit un rapport de mission depuis le fameux aéroport de Newark dans le New Jersey. Il fut soldat appelé pendant la Première Guerre et n'oublia jamais le conseil que lui donna un sergent en 1917, au Texas, « Garde tes yeux et tes oreilles bien ouverts, ferme ta grande gueule, et garde une copie de tout. » La postérité doit à ces 5 derniers mots le livre le plus étonnant, à mon avis, de la Seconde Guerre mondiale. Le capitaine Jordan reçut l'instruction de faire ses rapports auprès du dépôt numéro 8 des Nations Unies, alors que c'est l'aéroport de Newark qui était mentionné dans ses instructions. L'organisation dénommée Nations Unies fut créée 3 années plus tard. Il s'agissait d'une anticipation, révélant le projet des hommes qui entouraient le président. Le capitaine Jordan, quand il fit son rapport de service en tant qu'officier de transmission, ne se doutait pas du pouvoir dont les Soviétiques disposaient en Amérique, mais il le comprit rapidement à travers 3 événements. En mai 1942, sur la piste d'atterrissage, après qu'un avion de ligne d'American Airlines eut éraflé le carter moteur d'un bombardier à moyen rayon d'action en attente d'être livré en pré-bail au gouvernement soviétique, un officier soviétique demanda avec colère qu'American Airlines soit interdite sur ce grand aéroport américain. Lorsque cette demande fut refusée, l'officier soviétique dit qu'il allait appeler M. Hopkins, et quelques jours plus tard, un ordre provenant du Bureau de l'aviation civile des États-Unis interdisait toutes les compagnies civiles américaines sur l'aéroport. Alors le capitaine Jordan commença à tenir un journal très complet, et put démontrer grâce à celui-ci, quand il découvrit comme le reste du monde la réalité des bombes atomiques, qu'au cours de l'année 1942, près de 15 millions de dollars de graphite, de tubes d'aluminium, de cadmium et de thorium, tous les matériaux nécessaires à la création d'un réacteur nucléaire, furent envoyés au gouvernement soviétique depuis Newark. À cette époque, le projet Manhattan, fabrication de la première bombe atomique, était supposé être totalement secret, à tel point que son responsable, le général de division Leslie R. Groves, attesta ultérieurement que, sans son accord personnel, son service aurait refusé de transmettre des documents même au président Roosevelt. En 1942, lorsqu'il nota ces informations dans son journal, le capitaine Jordan n'avait aucune idée de la manière dont ces matériaux seraient utilisés, étant donné qu'il n'avait jamais entendu parler du projet Manhattan ou de la bombe atomique. Son expérience suivante concernant l'autorité exercée par les officiers soviétiques eut lieu lorsque l'un d'entre eux prit ombrage en voyant une étoile rouge sur un avion appartenant à l'entreprise pétrolière Texaco, et menaça d'appeler Washington, et de la faire enlever.
Le capitaine Jordan eut des difficultés à expliquer que l'entreprise pétrolière Texaco utilisait l'emblème de son État, État de l'étoile solitaire, depuis de nombreuses années, bien avant la révolution de 1917. À partir de ce moment, le capitaine Jordan commença à réaliser que tout ce matériel destiné à l'État communiste ne faisait pas le moins du monde partie de l'accord central de prêt-bail. Le gouvernement des États-Unis continuera de fournir à l'Union des républiques socialistes soviétiques des moyens de défense, des services de défense et des informations de défense dans la mesure où le président autorisera leur transfert, mais incluait beaucoup d'équipements qui n'avaient rien à voir avec la défense et tout en commun avec le renforcement de l'Union soviétique d'après-guerre. Il nota, par exemple, la fourniture de tracteurs et d'équipements agricoles, d'usines de fabrication d'aluminium, d'ateliers de fabrication de wagons, d'équipements de fonderie d'acier, et de nombreux autres biens similaires. Ces envois, qui, selon un témoin enthousiaste, aideront à fordiser notre pays, sont listés dans les décomptes globaux qui constituent les seuls documents issus du gouvernement américain qui fassent mention de ces transferts. Le 21e rapport au Congrès sur les opérations de prêt-bail du président Truman fait état dans le chapitre intitulé « Non militaire » de la somme faramineuse de 1 674 586 milliards de dollars pour des équipements agricoles et de 3 40 423 milliards de dollars pour des équipements et des produits industriels. En 1943, la perte de nombreux convois maritimes entraîna l'envoi croissant de matériel inclus dans le prêt-bail par avion. Un aéroport américain dédié à ces mouvements de marchandises fut mis en place à Great Falls dans le Montana, et le capitaine Jordan fut transféré sur ce lieu en tant que expéditeur dans le cadre du prêt-bail. À nouveau, son ordre de mission provenant de l'armée de l'air des États-Unis le désignait comme représentant des Nations Unies, bien qu'aucun organisme de ce nom n'existât, et il découvrit qu'une directive présidentielle l'attendait, intitulée « Rotation d'avions russes », et précisant que « la modification, l'équipement et la rotation des avions russes sont absolument prioritaires, avant même les avions de l'armée de l'air des USA ». Il fit alors et pour la troisième fois l'expérience du pouvoir des soviétiques. L'officier soviétique avec qui il était en relation estime que son grade de capitaine était insuffisant, et demanda sa promotion au rang de major. Lorsque les feuilles de chêne dorées NDT, un signe relatif au grade de major NDT, arrivèrent comme convenu, elles furent épinglées aux épaulettes du major Jordan par le colonel Kotikov, événement probablement sans précédent dans l'histoire militaire de l'Amérique. C'est alors que le major Jordan remarqua qu'un nombre étonnant de valises noires, fermées par des cordes et protégées par des seaux, empruntaient son ascenseur vers Moscou. Ses doutes étaient désormais grands et il tira profit d'une opportunité favorable, et du seul pouvoir qui lui restait, celui de donner ou de retirer l'autorisation de vol des avions du prêt-bail pilotés par des Américains pour leur dernier convoi vers Fairbanks en Alaska, pour esquiver des agents armés de la police secrète soviétique, pénétrer dans un avion et ouvrir approximativement 18 valises parmi les 50 entreposées. Il prit quelques notes sur le contenu des valises ouvertes. Au milieu d'une grande quantité de documents, de plans, de courriers et de dessins, il fit deux découvertes qui, des années plus tard, cadrent bien avec la situation de l'espionnage et du complot qui éclata au grand jour suite aux différentes révélations ayant eu lieu sur la période 1948 à 1956. L'une des découvertes était un ensemble de dossiers à onglets du département d'État. L'un était intitulé « de Rice » et un autre « de Seher ». Le major Jordan n'avait jamais entendu ces noms, mais il s'agissait du chef du département d'État qui plus tard fut condamné, Algéris, et d'un autre responsable du département d'État impliqué dans la même affaire. Ces dossiers contenaient des copies de transmissions secrètes provenant des attachés diplomatiques américains en service à Moscou, envoyés à Washington par valise diplomatique, et retournées sous forme de copies à ceux à qui le secret devait être caché. La découverte la plus importante continue d'affecter tous les Occidentaux, autant aujourd'hui que lorsqu'elle fut révélée. Il s'agissait d'une lettre adressée à Mikoyan, commissaire soviétique au commerce extérieur. Le major Jordan en nota un extrait, et eut de grandes difficultés à le soutirer de Groves, le responsable du projet de bombe atomique.
La lettre était signée HH. Était jointe une carte de l'usine nucléaire de Oak Ridge dans le Tennessee, et la copie carbone d'un rapport, estampillé Harry Hopkins, contenant une quantité de mots tellement étranges aux yeux du major Jordan qu'il écrivit également une note à leur sujet, ayant l'intention d'en découvrir le sens. Parmi ces mots, figuraient les termes « cyclotron », proton et deutéron, et des phrases comme « l'énergie produite par fission » et « des murs de 5 pieds d'épaisseur, constitués d'eau et de plomb, afin de contrôler les projections de neutrons ». Monsieur Hopkins, comme démontré précédemment, était le chouchou inévitable de Roosevelt, le conseiller spécial du président, le second homme le plus important des États-Unis. Au cours des quelques années qui suivirent la Seconde Guerre, les dirigeants américains et anglais affirmèrent au public que leur meilleure protection contre une nouvelle guerre, et la défense la plus efficace face à une agression soviétique, était de se munir de la bombe atomique. Le 23 septembre 1949, l'Union soviétique fit exploser une bombe atomique, ne surprenant en rien ceux qui avaient suivi l'affaire avec attention. Alors, le major Jordan ne put se contenir plus longtemps et contacta un sénateur, qui fut suffisamment ému pour convaincre le célèbre animateur radio Fulton Lewis de révéler cette histoire. Elle fut ainsi rendue publique à travers ce média et ensuite sous la forme d'un livre, et elle fut l'objet de 2 audiences du Congrès en décembre 1949 et en mars 1950. La presse, unie comme un seul homme, déforma les accusations les plus graves contenues dans l'affaire, et, comme dans tous les exemples de ce type, aucune décision véritablement curative ne fut prise, aucune action efficace ne fut appliquée afin d'éviter qu'une situation similaire ne se reproduise au cours de la prochaine guerre. En 1944, le major Jordan, plus soucieux que jamais, essaya de rencontrer l'officier de liaison en charge du prêt-bail au sein du département d'État, mais il fut interpellé par un responsable subalterne qui lui dit « Les officiers qui sont trop indiscrets sont susceptibles de se retrouver sur une île quelque part dans les mers du Sud ». Peu de temps après, sa mission à White Falls fut arrêtée. Son livre contient la liste complète des envois réalisés dans le cadre du prêt-bail, à laquelle il eut accès et qu'il put copier en raison de son statut d'officier de liaison. Cette liste faisait mention de tous les produits chimiques, métaux et minéraux nécessaires à la fabrication d'une pile atomique, qui furent transférés, et certains de ces composants peuvent être également utilisés pour la fabrication de la bombe à hydrogène. Il s'agit de beryllium, de cadmium, de cobalt en minerai ou en concentré, 15,2 tonnes, de cobalt sous forme métallique et de déchets contenant du cobalt, 366 tonnes, d'uranium sous forme métallique, 1 kg, de tubes d'aluminium, 5790 tonnes, de graphite, 3350 tonnes, de thorium, de nitrate d'uranium, d'oxyde uranouranique, d'aluminium et d'alliage, 166 000 tonnes, de barres d'aluminium, 6230 tonnes, de plaques d'aluminium, 56 300 tonnes, de lingots et barres en bronze et en laiton, 34 700 tonnes, de câbles en bronze et en laiton, 7 320 tonnes, de plaques en bronze et en laiton, 243 000 tonnes, de câbles isolés en cuivre, 181 000 tonnes, etc. Ces listes incluent également les approvisionnements russes exclusivement liés à l'après-guerre, d'après le général Groves, tels que raffineries de pétrole, équipements et pièces de forge, 53 856 071 $, tours, perceuses de précision, équipements pour conserverie, équipements pour laiteries industrielles, machines pour scierie, machines pour l'industrie textile, machines de puissance, 60 313 833 $, équipements de fonderie, équipements pour centrales électriques, équipements et matériels de télécommunications, 32 millions $, générateurs, 222 20 760 $, équipements cinématographiques, appareils et équipements radiophoniques, 52 72 805 $, 9 594 wagons de transport de marchandises, 1168 locomotives à vapeur, 101 75 116 $, navires marchands, 123 803 879
$, camion, 508 367 622 $, et ainsi de suite. Parmi les dons les plus importants visiblement dédiés au renforcement industriel de l'Union soviétique d'après-guerre, les notes du Major Jordan incluent une usine de réparation d'instruments de précision, 550 000 $, 2 usines agroalimentaires, 6 924 000 $, 3 unités de production de gaz, 21 390 000 $, une raffinerie de pétrole avec machinerie et équipement, 29 50 000 $, 17 machines à vapeur et 3 centrales hydroélectriques, 273 289 000 $. Les listes des biens soviétiques reproduites par le Major Jordan laissent penser qu'un vent d'hystérie affecta M. Hopkins et ses partenaires dans leur dynamique de dons, dans la mesure où ces listes incluent des objets pour lesquels aucune explication rationnelle ne peut être trouvée, par exemple, lunettes, 169 000 $, dents, 956 $, 9 126 montres avec pierres précieuses, 143 922 $, 2820 kg de savon, 400 $ de rouge à lèvres, 1410 litres d'alcool, 57 444 $ de leurre pour la pêche, 161 046 $ de lanterne magique, 4 352 $ d'objets de fête foraine, 6 010 kg de papier carbone, 2 piano neuf, 60 000 $ d'instruments de musique et un objet qui évoque des visions du leader bien-aimé, oncle J.E., cher à M. Roosevelt et M. Churchill, une pipe, évaluée à 10 $.